Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. On va pas attendre tout le monde, mais on espère que ça va les faire venir. Je suis Éric Dupuis, je suis journaliste à Livre Hebdo et j'ai l'honneur d'animer cette première table ronde consacrée à l'édition indépendante évidemment et la question de qu'est-ce qu'est aujourd'hui l'édition, qu'est-ce qu'est être éditeur indépendant. Évidemment, plein de constats avaient été posés à Aix. Une étude inédite il y a 2 ans donc avait révélé que finalement, avec un chiffre d'affaires global estimé à 337 millions d'euros, eh bien, l'édition indépendante représentait plus de 10%, 11,5% exactement du marché du livre en France, et employait environ 2635 personnes. Pourtant, seulement un tiers, 32% des structures ont des salariés, on l'a vu précédemment, et la rentabilité reste un défi majeur avec des marges fragiles, une indépendance encore limitée aux cessions de droits. L'étude a révélé aussi un enjeu de structuration. Pour dépasser les 75 000 euros de chiffre d'affaires, le passage à une équipe salariée devient essentiel. Autre constat qui avait été fait à Aix, la librairie indépendante demeure le premier canal de vente avec près de 40% du chiffre d'affaires total. Et le numérique, bien que présent, reste marginal. D'aucuns pourraient voir ça comme un levier de croissance. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Bref, cette édition indépendante, on le voit, elle est bien dynamique. D'ailleurs, on le voit ici, vous êtes près de 400, vous étiez 300 à Aix. Ça augmente, ça voyage et c'est génial. Et donc cette édition indépendante, elle est dynamique, essentielle à la bibliodiversité, mais elle reste fragile économiquement avec des structures souvent sous-capitalisées, une rentabilité limitée et un besoin crucial d'accompagnement pour franchir les paliers de développement. Face à ces constats, des questions centrales continuent de se poser. Comment accompagner les structures pour franchir plus rapidement les paliers de développement? Comment renforcer les liens avec les libraires, les diffuseurs et mieux tirer parti des opportunités de cession de droits? Tous ces enjeux seront au cœur des échanges pendant ces 2 jours ici à Bordeaux. Et dès maintenant, sur cette scène, où j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Sivan. Bonjour, vous êtes avocate spécialisée dans l'accompagnement des structures éditoriales et par ailleurs autrice. Votre regard sera intéressant tout autant que celui de Rachel Faure-Lancrose à côté de vous, qui a travaillé aux éditions Les Monnaies d'hier avant d'ouvrir sa propre librairie spécialisée dans la jeunesse à Limoges. Et puis 2 éditeurs, d'abord Laetitia Vénia des éditions Bel et Bien, bonjour, et Jean-Marie Goater des éditions Goater. On va essayer, si jamais la slide apparaît, de se tenir au fil conducteur qu'on s'est donné, avec un temps de rattrapage, du retard pris à l'allumage, et 2, on aimerait laisser un maximum d'échanges avec vous, le public, à la fin de cette session. Donc voilà, vous avez à peu près le chemin qu'on se donne pour cette grosseur d'entretien. Pour introduire les propos, j'aimerais entendre chacun de vous très très succinctement sur le marqueur qui, selon vous, définit un éditeur indépendant. Et on va commencer par vous, Laetitia Vénia, si vous le voulez bien. Pour moi, c'est me demander tous les jours si je continue demain. Intéressant. Jean-Marie? Difficile à dire. En tout cas, je suis enchanté d'être présent parmi vous. Et puis, moi, c'est plutôt le terme de curiosité qui me vient à l'esprit quand on parle d'édition indépendante. Intéressant aussi d'avoir vous, qu'est-ce qui est, Rachel, qu'est-ce qui est le marqueur de l'édition indépendante pour vous? Pour moi, je m'excuse d'avance, j'ai la voix cassée. Pour moi, c'est gage de qualité, l'édition indépendante.
parce que lorsque nous, en tant que libraires, on nous parle d'édition indépendante, on sait que derrière, il y a un véritable travail de fait, de recherche et d'envie aussi. Merci. Et enfin, vous, Isabelle ? Alors, moi, en tant qu'autrice, je cherche une relation différente. Mon livre n'est pas un produit, donc c'est pour ça que je vais plutôt vers un éditeur indépendant. Mais comme je suis aussi avocate, j'attends d'avoir un contrat différent de celui d'un grand groupe. Merci beaucoup. Ça montre la richesse de points de vue un peu qui pourra se dégager de nos échanges. J'aimerais donc qu'on prenne tout de suite le premier point, les défis et opportunités pour l'édition indépendante à la suite de cette étude et ces constats qui ont été faits. Je ne vais pas vous demander d'en réagir à chaud, évidemment, parce qu'il y a eu plein de données fournies, on l'a vu. Mais j'aimerais peut-être commencer avec vous, Jean-Marie ou Laetitia. Vous identifiez les freins de la croissance de l'éditeur indépendant aujourd'hui. Quels sont-ils selon vous ? Pour moi, un des plus gros freins, ça va toucher à tout ce qui est notre visibilité. C'est-à-dire qu'on produit des livres sur un marché qui est déjà très saturé. C'est de notre côté qu'est la prise de risque, parce que souvent on va vouloir faire entendre des voix singulières, on va vouloir que certaines personnes soient représentées, que nos publics se reconnaissent dans les livres qu'on leur propose. On va travailler des champs qui le sont moins en fait dans les grands groupes éditoriaux, parce qu'en fait on n'a pas un même objectif. Bien sûr, en fait, il faudrait tous qu'on vende nos livres. Mais c'est vrai que ça me questionne, et on le voit dans l'étude et dans les propos qui ont pu être tenus hier par notre présidente de la FEDI. L'économie, en fait, c'est pas notre préoccupation principale, même si on y est fondamentalement soumis. Nous, enfin, il me semble que notre volonté, c'est la rencontre, le partage, le dialogue, la possibilité que les gens communiquent entre eux. Et là, il y a un enjeu où on voit qu'il y a aussi, pas seulement du côté de l'édition, mais du côté de la société. C'est un enjeu qui est politique. Donc les freins qui nous sont posés, c'est tout ce qui est à l'encontre de la liberté de penser et de la diversité des paroles. Jean-Marie ? En fait, ça montre, tout à l'heure, vous aviez eu des graphiques là, avec différentes catégories. C'est vrai que les éditions indépendantes sont des petites structures, souvent. Il y a très peu des très grandes. Et puis surtout, par contre, on est dans les mêmes canaux de distribution en général que les gros majors, les grosses maisons multinationales. Et alors, ce qui fait bizarre, parce que bon, si on prend des analogies avec les équipes de foot, par exemple, nous, on est en national, voire moins, et puis on affronte, disons, en tout cas, on est dans le même espace commercial que, en fait, des structures qui sont en Ligue des Champions, enfin, dans cette analogie-là. Et par contre, on nous demande exactement le même service, c'est-à-dire que les libraires, la presse nous demandent en fait d'assumer, de faire tous les métiers en un, alors que nous, on est 1-2 personnes face à des équipes de 200 à 300 personnes qui, en fait, enfin, c'est complètement dissymétrique, je dirais. Donc, c'est intéressant de pouvoir parfois s'immiscer, je dirais, dans ce monde extrêmement complexe qu'est l'édition, mais d'une certaine façon, on n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce que donc ça, c'est quelque chose que l'on peut constater, c'est-à-dire que le monde de l'édition, c'est un entre-soi qu'on peut qualifier de bourgeois bruyant, de parisien, et en fait, l'édition, en fait, dans sa biodiversité, dans sa diversité, n'est pas visible. C'est-à-dire, en fait, cette hyper-concentration à la fois des moyens de production, des grands groupes, et aussi, donc on y reviendra tout à l'heure sur cette concentration, quelque chose à dire là-dessus, mais aussi cette concentration géographique très forte. Il faut savoir que quand même, donc 80% à peu près de l'édition française, même en chiffre d'affaires, c'est la région parisienne. Ces 80% des aides du CNL sont destinées aux éditeurs de la région parisienne. Mais où sont les éditeurs des 11 autres régions ?
on ne les voit pas, on n'entend pas. C'est pour ça que dans le programme là, que vous allez assister autour des assises, on va travailler notamment demain sur l'édition invisible. Et l'édition invisible, c'est des éditions adaptées, c'est des éditions qui s'adressent à des publics des quartiers populaires, c'est des maisons d'édition qui publient dans d'autres langues que le français. Tout ça, c'est vraiment important parce que cet entre-soi-là montre, et encore, on voit bien par terre, où sont les personnes racisées, où sont les personnes des quartiers populaires. Il n'y en a pas, ou quasiment pas. Alors que la société française, elle est beaucoup plus diverse que ce qu'on représente. Alors en fait, finalement, on va publier des auteurs et des autrices qui nous ressemblent, donc qui ressemblent à cet entre-soi bourgeois, capitaliste, et qui en plus est fière d'elle-même. Mais justement, ça serait pas avec vos propos finalement le propre de l'édition indépendante de pouvoir avoir des relais de croissance en publiant ces auteurs qui sont selon vous invisibilisés par les grands groupes, ou à l'inverse c'est un frein? C'est le fait qu'on puisse en parler, donc c'est rare hein, qu'on a la parole, donc dans le cadre des assises de l'édition indépendante, on peut justement entendre des voix différentes ou des voix créatives. C'est-à-dire que souvent on a aussi une histoire de l'édition. Hein. En fait, on peut s'inscrire dans ça et on voit en fait comment se sont montés. Il y a une forte singularité, des personnalités fortes. Et ça, ce que représente l'édition indépendante, c'est ça. Ce sont des démarches créatives, des démarches de recherche, des démarches de révélation de choses. Donc il y a une partie de création aussi dans le travail d'éditeur ou d'éditrice. Et en cela, on contribue largement peut-être à faire émerger d'autres choses ou d'autres voies. Ce n'est pas facile parce qu'on n'a pas le... Donc tu as raison de me couper, mais parce qu'on n'a pas beaucoup la parole et on n'a pas de visibilité médiatique. En fait, on n'entend jamais parler de nos livres, ou très très rarement, dans les médias mainstream. Et on va en reparler et gardez-en sous le coup de Jean-Marie. Moi, j'aimerais entendre justement sur les défis et opportunités, Rachel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la place de l'édition indépendante et son évolution dans votre librairie à Limoges ces derniers temps? Alors, je trouve que la place de l'édition indépendante, elle revient beaucoup aux libraires dans chaque librairie, et je trouve que c'est un peu une façon de voir comment pense et réfléchit le libraire quand on regarde la place de l'édition indépendante dans une librairie, puisque c'est souvent très difficile pour nous d'arriver à faire des choix en termes de place parce que nos librairies ne sont pas extensibles. Effectivement, en ayant travaillé donc aux éditions Les Monédières, j'ai compris l'intérêt aussi et l'importance de la maison d'édition indépendante et aussi de l'importance de la mettre en avant. Moi, personnellement, j'ai fait le choix de créer vraiment un espace adapté à l'édition indépendante, de ne pas la perdre dans le fourmillement de sorties qu'il peut y avoir chez les gros éditeurs. Et j'ai donc décidé de faire un travail de rotation, de mettre en avant différentes maisons d'édition indépendantes selon les périodes, selon la saisonnalité, et également de créer une vitrine où on puisse mettre en avant des éditeurs indépendants, mais aussi des sujets plus compliqués, parce que vous parliez de la problématique de la visibilité. C'est quelque chose aussi pour nous qui est très compliqué, puisqu'il y a tellement de choses qui sortent chaque jour qu'il y a un choix en tant que libraire à faire, choix qui n'est pas toujours évident. Et pour nous, la façon de mettre en avant et d'offrir de la visibilité aux éditeurs indépendants, c'est énormément les vitrines et de plus en plus aussi les réseaux sociaux qui sont qui sont une vitrine comme une autre en fait. J'aimerais réagir à ce que dit Rachel, parce que moi je me suis rendu compte que quand j'ai commencé mon activité d'éditrice, et bien que j'ai été libraire pendant 2 ans, j'étais naïve, parce que pour moi un libraire indépendant, c'était un libraire qui était nécessairement du côté de l'édition indépendante. Et en fait je me suis dit, mais dans quelle mesure finalement libraire indépendant là c'est pas un terme qui est galvaudé?
C'est-à-dire qu'en fait, alors les libraires, ils ont énormément de contraintes, on est d'accord, c'est un des commerces qui va être le moins bénéficiaire, mais tout de même, il y a des choix qui sont faits parce qu'ils ont besoin de vendre, on est d'accord, mais qui du coup éludent complètement, quasiment l'existence de l'édition indépendante pour des soucis de profit, des questions de profit, on est bien d'accord là-dedans. Mais du coup, c'est vraiment interrogeant de se dire, mais est-ce qu'on se reconnaît en fait dans ces libraires? Est-ce que ces libraires nous reconnaissent? Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas des librairies indépendantes dans le sens où en fait ces librairies ne vendent que des éditeurs indépendants? Allons-y, allons-y, vous avez cassé ma baraque parce qu'on est déjà passé au deuxième point, mais je sens que c'est bien. Non, mais du coup, effectivement, c'est une question qui est hyper importante parce que je trouve que nous, libraires indépendants, moi j'ai pris aussi la mesure de tout ça quand j'ai repris ma librairie moi-même en tant qu'employé, je ne m'en rendais pas compte du tout, en tant que libraire employé, pardon. De finalement, il y a aussi un vrai côté où le libraire se retrouve écrasé un peu sous la pression des gros groupes qui sont là à toujours interagir, revenir par des mails, par des infos, par énormément de choses. Et la difficulté du libraire indépendant est d'arriver à trouver un équilibre entre l'envie et la volonté de rester indépendant et le côté où en fait on est indépendant, mais attention, il y a ça, vous ne mettez pas assez en avant nos livres, vous ne mettez pas assez en avant ça. Et c'est vrai que c'est une vraie difficulté. Et en tant qu'indépendant, moi personnellement j'ai eu la volonté de mettre aussi l'indépendant en avant, même si c'est pas toujours évident de ce côté-là, parce que comme vous disiez, la question de se dire est-ce que le libraire, est-ce qu'il serait pas bon d'avoir en fait un libraire qui ne défend que l'éditeur indépendant? Jean-Marie, sur cette question finalement, quelle approche vous avez? Comment est-ce que vous travaillez pour la visibilité de votre maison auprès des libraires? Puis on reviendra après sur les diffuseurs. Alors, bon, on fait feu de tout bois, comme on dit. Hein. Donc, par contre, alors, ce qui s'est développé récemment, c'est tout un travail sur la surdiffusion. Tout le monde en fait depuis très longtemps, la surdiffusion, mais c'est un nouveau métier et qui est encore à la charge des maisons d'édition, parce qu'en fait, c'est à nous de payer la surdiffusion. Et ça, c'est un truc qui m'étonne à chaque fois, parce qu'en fait, on a un diffuseur qui, pour moi, devrait faire ce travail de diffusion, donc de surdiffusion si nécessaire. Mais bon, en tout cas, on essaye d'entretenir des bonnes relations avec des librairies. Ça se passe bien généralement, mais ça se construit sur le long terme. Ça se construit à la fois sur la qualité des livres que l'on publie, c'est-à-dire parce que si derrière il conseille un livre et que le lecteur ou la lectrice, ça lui plaît pas, ça va pas bien se passer. Et puis après, sur la relation, sachant que c'est très compliqué parce qu'ils sont sursollicités, les libraires. Moi, j'ai été libraire 10 ans, donc comment, en fait, d'une part, on reçoit quand même une injonction permanente donc par les gros groupes. Et là, moi, il y a des fois, je suis passé après un autre représentant, le représentant Albin Michel, je sais pas quoi. Il avait passé, donc ils avaient fait 20 000 de commandes, 20 000 euros de commandes, et puis le suivant, bon, hey, je suis gentil, je vous prends pour 200 euros de bouquin. Donc le niveau n'est pas pareil, et on passe quand même beaucoup de temps pour en fait des niveaux de recettes quand même bien inférieurs. Donc en fait c'est le système globalement qui est comme ça, c'est-à-dire que on a des gros groupes qui possèdent, je vais pouvoir faire ma diatribe sur Bolloré tout à l'heure, mais comment on a des gros groupes qui possèdent en fait la plupart des maisons d'édition, enfin disons plus de 80%, donc il y a évidemment le groupe Bolloré, mais aussi les propriétés de M. Kretinsky, les Média Participation, Madrigal, tout ça c'est des gros groupes, hein, je suis désolé, c'est pas un éditeur indépendant, Gallimard, enfin, j'ai peut-être trahi un secret, mais comment ces machins-là, ils ont accès aux médias, ils ont accès à la prescription. En fait, comment on apprend l'existence d'un livre? En fait, ça ne vient pas spontanément, où en fait on reçoit un canal d'information
de la part des maisons d'édition indépendantes, de la FEDEI qui va vous dire voilà, il y a plein de livres qui sortent, intéressez-vous à eux. En fait, c'est par la médiatisation qu'on apprend l'existence de livres et c'est cette médiatisation qui est importante aussi. Donc si on n'a pas accès aux médias, à la grande librairie, à ces machins-là, en fait ça ne prescrit pas. Et donc du coup, vous n'avez pas de demande là-dessus. Donc c'est peut-être pas une relation plus directe avec les libraires qu'on peut avoir, mais sauf que voilà, une personne ou deux. Et puis, face à une personne ou deux, le temps n'est pas extensible. Donc, vous allez pouvoir avoir des bonnes relations avec quelques maisons qui sont proches pour différentes raisons, mais pas avec toutes. Et puis, alors, c'est encore plus compliqué dans la librairie jeunesse, parce qu'en fait, le nombre de filtres qu'il y a avant que ça arrive à l'enfant, le livre, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde se prescrit, il y a tout un tas de strates qui fait que en fait, le goût même et l'intérêt que l'enfant peut porter à un livre, en fait, tout le monde s'en fout. En gros, parce que c'est pas lui qui paye, c'est l'adulte qui paye, c'est prescrit par un prof, c'est prescrit par un jeunesse, donc c'est très compliqué de sortir des sentiers battus un peu en livre jeunesse. D'autant que là, en termes de concentration, c'est énorme. C'est-à-dire que pour pouvoir imprimer, il faut en fait des impressions dans très très loin, beaucoup en Chine, et ça paraît normal en fait dans ce milieu-là, alors que c'est pas normal. C'est pas normal que en fait 70% du livre jeunesse soient imprimés en dehors de France déjà, et puis voire en Asie. C'est pas normal. Il faudrait qu'on arrête d'acheter ces livres-là. Et il faudrait arrêter de valider qu'un album jeunesse, ça coûte 9,90 €, alors que ça coûte 15 € à produire, minimum. Donc ça, c'est pas possible. Et ça, c'est encore la force des grands groupes qui imposent en fait ce prix du marché. Donc en fait, pour pouvoir un indépendant s'installer en littérature jeunesse, il n'a pas le choix d'avoir d'autres activités pour pouvoir vivre. Et justement, donc le constat, c'est un système. Vous le voyez. Comment est-ce que vous pouvez vous adapter? Vous en avez déjà parlé, mais sur la relation avec les éditeurs indépendants en tant que libraire. Nous, ce qu'on fait, ça va être vraiment d'essayer de se rapprocher des éditeurs indépendants qu'on aime, qu'on a envie de défendre, se rapprocher d'eux par différents moyens. C'est vrai que la librairie Rêve en Page est très active sur les réseaux sociaux et c'est aussi un peu ce qui nous permet d'aller vers l'édition indépendante, de découvrir des plus petits éditeurs par ce biais-là, parce que vous parliez de surdiffusion et je sais que c'est un travail énorme pour vous, éditeurs indépendants, et pour nous, libraires indépendants, la plupart du temps, quand on vous découvre, c'est grâce à de la surdiffusion. Et c'est vraiment grâce à ça qu'on peut vous mettre en avant. Moi, je suis assez friande d'aller dans les différents salons littéraires, d'aller vers les éditeurs indépendants, d'aller discuter avec eux. Mais c'est un temps que je n'ai pas toute l'année, que je ne peux pas faire toute l'année. Et c'est une volonté que nous, on a. Je ne suis pas sûre que tous les libraires aient cette volonté-là. Et aussi le temps de le faire, parce que c'est assez chronophage quand même de passer du temps à chercher des éditeurs indépendants qui ne peuvent pas forcément venir vers nous par eux-mêmes, parce que, comme vous disiez, vous êtes souvent deux par équipe, c'est assez compliqué. Donc voilà, nous on fait vraiment ce travail-là d'essayer de venir vous chercher, notamment sur des thématiques plus compliquées, par exemple tout ce qui va être autour de la parentalité, tout ce qui va être autour du harcèlement, etc. Pour nous, c'est encore plus important que ce soit des textes par des maisons d'édition indépendantes, parce qu'on sait que c'est réfléchi, c'est travaillé longtemps à l'avance, et que c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, gage de qualité pour nous. Alors, comme on a dit qu'on était sans langue de bois aujourd'hui, puisqu'on est entre nous, entre soi, petite expérience retour mai 2024, sur diffusion dans la métropole lilloise. On a décidé d'aller rencontrer en direct live 68 libraires, qu'ils soient généralistes ou jeunesse, soit en tout cas des librairies indépendantes, pas
voilà, des enseignes culturelles. Et puis en fait, l'accueil, il est très 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 mitigé finalement, hein, enfin pas mitigé mais très divers. En fait, on n'est pas du tout accueillis. Il y en a même une qui dit j'ai pas le temps maintenant, on peut vous rappeler, vous envoyer le site. Non, j'ai pas le temps pour regarder ça. Alors déjà, ça va encaisser quand même un petit peu. On a eu une commande sur les 68, et puis quand je vais présenter les livres au mois de septembre, on me dit « Oh, bon, on s'attendait pas à ce que ce soit aussi beau. Ok, mais pourquoi t'es pas venu nous les présenter avant ?» Je suis venue au mois de mai. Oh, j'ai oublié. Ok, on continue. On fait venir une autrice chinoise en résidence. Pourquoi j'ai pas plus de signatures dans les librairies de Lille? Eh bien, en fait, parce qu'on a essayé, mais ça ne passe pas. Elle dit, c'est pas grave, je vais y aller moi-même. Je préviens l'autrice, elle est motivée, elle parle français, elle a confiance en son livre. Nous, on avait confiance en son livre, c'était notre plus gros tirage de la maison d'édition. Et du coup, notre jeune artiste part avec son livre sous les bras, le catalogue de Bel et Bien, son dossier de presse, des affiches sympas qu'on donne aux libraires pour décorer leurs murs. 0 signature. Elle a fait 29 libraires. Donc il y a un moment, on se demande, qu'est-ce qui fait que ça passe pas? Et ce livre, il a été primé 4 fois à l'international. Qu'est-ce qui fait que ça passe pas ici? Je m'excuse de la part de tous les libraires. Je trouve ça honteux. Pardon. C'est le niveau d'engagement n'est pas le même. Je vous entends, Rachel, quand vous dites nous, dites Rêve en page. Oui. Je pense que ce sera plus juste. Mais du coup, ça me fait rebondir. Je pense qu'il y a un vrai problème des libraires indépendants, de la connaissance des fonctionnements des maisons d'édition. Pour moi, c'est un véritable problème. C'est cette méconnaissance que peuvent avoir les libraires indépendants de savoir comment ça fonctionne une maison d'édition indépendante. Souvent, ils s'imaginent que tout est facile, presque tout leur est dû en tant que libraire, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours simple d'être libraire, mais ils ont souvent du mal à entendre les libraires que c'est pas évident aussi pour les maisons d'édition indépendantes et qu'ils ont un travail qui est... en tant qu'éditeur indépendant, il y a un véritable travail de surdiffusion qui est fatigant et difficile et qu'il est important d'avoir des libraires qui jouent le jeu aussi. Et c'est vrai qu'il y a peu de libraires qui jouent le jeu et je m'en excuse. Ça pose des bonnes questions dans la relation libraire et éditeur indépendant. J'aimerais un petit peu qu'on bascule peut-être avec vous, Jean-Marie. La clé, est-ce que c'est pas le diffuseur quand on en a un? Comment ça se passe pour vous et sur la relation avec votre diffuseur? Sur les diffusions, tout à l'heure dans la présentation, là, on a cité 26, je sais plus, en tout cas entre 20 et 26 diffuseurs, et puis une vingtaine de distributeurs. Il faut savoir qu'en fait, ils ne sont pas tous de même nature. Hein. Il y a des gros machins qui imposent en fait leur rythme et qui livrent énormément de livres, de nouveautés, et puis d'autres qui sont plus petits, dont on demande aussi la même compétence que la Sodis ou autre, et ce qui n'est pas simple pour une structure indépendante. On parle Pollen, Macassar, de ce genre de structure qui, en fait, moi je suis distribué par Macassar en France. Ils ont eu des problèmes en août, ils ont été piratés, un logiciel qui était un peu obsolète certes, mais qui donc a été piraté, et du coup, pendant 5 mois, c'était la merde. Du coup, ils ne fournissaient pas les livres comme en temps et en heure, il y avait des retards pas possibles, les notés n'étaient pas notés, en fait, un bordel sans nom, et puis une perte sèche en fait, en volume et en chiffre d'affaires important pour les maisons d'édition distribuées par Macassar. Ça, c'est un exemple. Mais sauf qu'à Macassar, on leur demande, alors que il y a quelques représentants partout, mais en fait, on leur demande l'équivalent de ce qui se fait sur les grosses boîtes qui ont des chiffres d'affaires colossaux par rapport. Donc en fait, c'est le même niveau de service qui est exigé à des structures indépendantes qui distribuent des éditeurs indépendants. On leur demande le même niveau de service, ce qui est impossible. Sur papier, c'est évident, c'est pas possible. Mais un libraire est souvent en fait à ce niveau-là assez intransigeant et donc fait une réputation pour ce distributeur indépendant qui est assez négative.
Alors qu'ils se plaignent tout le temps aussi d'autres, hein. Ils se plaignent de MDS. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de distributeur idéal pour un libraire. C'est pas possible, mais il n'y en a pas non plus un idéal pour une maison d'édition. Parce qu'un distributeur, qui est lié forcément souvent avec un diffuseur, est fort sur un créneau. Il peut donc être puissant sur un créneau, mais moins sur d'autres. Moi, je suis une maison d'édition diffusée par Obo, qui est une structure de diffusion qui diffuse surtout des maisons d'édition engagées à gauche ou libertaires, avec beaucoup d'éditions critiques. Il va de soi que c'est plus difficile, si par exemple j'ai envie de faire un livre sur le jardinage ou sur la cuisine, c'est pas exactement le type de livre que mon diffuseur va être habitué à présenter. Et donc, en fait, c'est autant faire un coup d'épée dans l'eau vraiment inutile, sauf si je fais un truc, jardinage punk, la cuisine à 3 sous, des trucs comme ça. Peut-être que là, ça paraît un plus, mais autrement, ça paraît difficile. Mais je suis sûr que j'ai l'impression que vous avez des super idées de livres proposés. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que votre ligne éditoriale est donc dépendante de votre diffuseur. Elle est influencée. Moi, je suis un éditeur situé, je suis en Bretagne. Du coup, j'ai un co-diffuseur ou un distributeur sur la Bretagne qui s'appelle Cobraise. Je fais aussi des livres en breton, je fais des livres en langue des signes, je fais quelques livres en gallo. Je fais des livres d'histoire régionale, histoire bretonne. Donc je suis situé, mais je fais aussi des livres, je traduis des livres de l'américain. On fait de la science-fiction, du polar. De la même façon, je m'intéresse à tout et il n'y a pas de raison que les jeunes bretonnes ne s'intéressent pas à tout ce qui existe dans le monde. Donc on veut faire une maison d'édition généraliste et je ne suis pas le seul à vouloir. Donc moi je suis prêt à faire toutes sortes de livres, du moment qu'il y a une dimension d'engagement dedans. Enfin, un engagement fort, et ça me paraît essentiel. Tout à l'heure j'utilisais le mot curiosité, mais je pense que le mot engagement est quand même assez partagé dans le milieu de l'édition indépendante. Il y a un engagement, une passion, une volonté en fait de transmettre quelque chose, de contribuer, et en cela je vais pouvoir peut-être faire ma diatribe sur Bolloré. Parce que c'est une proposition, je ferai ça à la fin alors. Avec plaisir, comme ça tous ceux qui sont intéressés vont rester. C'est gentil. Laetitia, une petite remarque sur la relation avec votre diffuseur et distributeur. Comment ça se passe et quels sont les points compliqués? Alors en fait, on est autodiffusé et autodistribué pour le moment. Ça c'est pratique. Un des objectifs de 2025, en revanche, ce serait de trouver diffuseurs et distributeurs. Pourquoi? Parce que là, on arrive à ce qu'on peut appeler, je pense, une crise de croissance. Ça veut dire que les demandes, elles deviennent tellement importantes qu'au point de vue logistique, ça devient très compliqué. Moi, pour faire vivre la maison d'édition, j'ai pas une activité à côté, j'en ai 3. Donc en fait, je suis chargée de projet à Sciences Po Lille, et puis je suis professeure associée à l'Université du Mans en littérature de jeunesse et métiers du livre. Je donne aussi des cours chez Pictura en littérature de l'image. Et en fait, ce qui se passe, c'est que toutes mes vacations, elles entrent dans la maison d'édition. Parce que sinon, je ne vous parle même pas du déficit. Soit. Pourquoi je parle de diffuseurs et de distributeurs? Parce que là, on arrive à un investissement dans les frais postaux qui est de l'ordre du ridicule. C'est-à-dire que pour un livre que je vends 14,90 €, quand je l'envoie, ça me coûte 7,30 €. Ça veut dire presque la moitié du prix du livre. Moi, mes droits d'auteur, ils sont en moyenne entre 20 et 24% indivisibles. On verse des avaloirs qui sont proches du SMIC et que je trouve insuffisants parce que ça ne valorise absolument pas le travail des auteurs et des illustrateurs. On essaie d'avoir une démarche éthique. C'est pas au détriment de nos livres, justement, parce qu'on veut garder... on se met des contraintes. On voulait imprimer en France, on a imprimé en France pendant 3 ans. L'an passé, on est parti en Lettonie parce qu'on ne peut plus, en fait. C'est pas possible.
Donc ma réaction par rapport à tout ça, c'est ce que disaient les collègues hier, c'est ce que disait l'étude avant, c'est qu'on est dans une survie permanente, dans une volonté finalement de partager des valeurs, mais ces valeurs, elles ne sont pas bien identifiées. Et donc la relation avec les différents acteurs de la chaîne du livre, il faut qu'on la travaille tout le temps, beaucoup. Elle est à repenser, donc je pense que ce sera le dernier point de cette table ronde. Mais bon. Attendez, on va y venir. J'aimerais, non, on a parlé de. Non, mais j'aimerais qu'il y ait pas mal d'échanges avec le public. Je suis sûr qu'il y en aura et que ce sera plus punchy. Isabelle, j'aimerais vous entendre parce qu'on a parlé des relations libraires, diffuseurs, distributeurs très rapidement. Auteur, quand on est auteur, alors je rappelle que vous êtes avocate et vous accompagnez des structures éditoriales et également auteur. Qu'est-ce qui fait en tant qu'auteur plutôt qu'avocate évidemment qu'on se rapproche d'une maison d'édition indépendante et les points de vigilance, les conseils, des points de vigilance pour un auteur quand avec sa relation avec l'éditeur indépendant. Alors, les points de vigilance, déjà, qu'est-ce qu'il publie ? Comment abordez-vous la relation avec l'éditeur indépendant en tant qu'auteur ? Je l'aborde déjà, je regarde donc sa ligne éditoriale, je regarde effectivement s'il est diffusé ou pas, distribué ou pas, parce que ça est un enjeu terrible. Parce qu'effectivement, comme disait Laetitia, un éditeur qui n'est pas distribué, pas diffusé, il a beaucoup de mal, voire même une impossibilité à se retrouver en librairie. Donc il y a ces points-là. Après, ce que je disais, moi, si je vais vers des éditeurs indépendants, c'est en tant qu'autrice, c'est pour avoir une relation que je n'aurais pas dans un grand groupe. Donc une relation continue, parce que souvent dans un grand groupe, il y a, comme on dit, des chaises musicales, donc les gens changent souvent de poste, donc il n'y a pas forcément une continuité dans la relation. Donc alors dans une maison indépendante, souvent c'est la maison d'une personne, donc il y a vraiment une couleur particulière, une relation particulière qui va se tisser avec l'auteur, qui est d'ailleurs pas toujours facile, parce que justement on a deux personnalités qui se rencontrent, et il faut qu'elles s'entendent, donc il y a vraiment cet aspect-là qui fait partie du choix d'ailleurs, ou du non-choix, parce que si on s'entend pas, on s'entend pas, donc ça n'aura pas lieu. Mais et puis les points de vigilance, mais là c'est aussi l'avocate qui parle. C'est le contrat. C'est le contrat qui est d'ailleurs le reflet de la relation qui va s'annoncer entre l'auteur et l'éditeur. Et quand moi j'ai l'habitude de lire des contrats, quand j'écris aussi, je vois par le contrat en amont la relation qu'il risque d'avoir. Et disons déjà tout simplement aussi, et ça c'est un critère essentiel, c'est par le contrat qu'on décèle déjà le professionnalisme de l'éditeur. Et ça, vraiment, là, on le voit tout de suite à travers le contrat. Ça, vraiment, on sent qu'on a affaire à quelqu'un qui connaît son métier ou qui ne connaît pas son métier. Et donc le contrat aussi, le contrat est très important. Est très important, je pense, parce qu'il est vraiment le reflet. Ouais. Ça fait plusieurs années que vous accompagnez des structures et que vous connaissez les contrats. Est-ce que vous avez constaté des évolutions notables dans ces manières générales dans ces contrats auteurs-éditeurs ? Oui. Alors, pour tout vous dire, j'ai commencé à travailler dans une maison d'édition qui sont, j'ai envie de dire qui étaient, mais qui sont les éditions du Seuil, mais qui était à l'origine une maison indépendante, alors évidemment d'un calibre un peu plus gros que ceux de la FEDEC, mais qui était indépendante, qui était encore
une maison familiale quand j'y étais. Et puis, ben voilà. Donc j'ai commencé là à lire des contrats et évidemment que j'ai vu les choses changer déjà au seuil. Mais ensuite, depuis toutes ces années, oui, j'ai vu beaucoup de changements. Déjà, très honnêtement, les taux. Le taux de droit d'auteur a baissé. Ça, c'est très net. Les avaloirs sont de plus en plus rarissimes. Et puis, ce qui a par contre qui a grossi, c'est la part de la cession de droits. Les cessions de droits sont de plus en plus importantes, elles sont même totales. Enfin, je veux dire, un auteur qui signe un contrat d'édition aujourd'hui, je dirais, il est à poil. Après, il n'a plus rien, il n'a plus du tout la main sur son œuvre, c'est fini. Il le cède pour la durée de la propriété littéraire artistique, c'est-à-dire toute sa vie, puis même 70 ans après sa mort. Et puis, toutes les exploitations sont cédées à l'éditeur, quand bien même l'éditeur n'en ferait rien. Et ça a vraiment changé. C'était pas aussi important. Non, vraiment pas. Voilà, c'est ça qui a changé. Sur ces derniers points, j'aimerais que vous puissiez réagir en tant qu'éditrice et éditeur indépendant quand vous entendez Isabelle Sivant faire ce cri du cœur. Comment réagissez-vous ? Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec Isabelle. Le contrat, c'est un outil qui va permettre de, lier, amorcer le lien entre l'éditeur et puis les auteurs et les autrices avec lesquelles il veut travailler. Nous, chez Bel et Bien, on s'est appuyé sur les recommandations de la charte des auteurs et des illustrateurs de jeunesse sur le contrat proposé par la Société des gens de lettres, mais je vous avoue que je suis passée par quelqu'un qui travaille sur la propriété intellectuelle pour aider à rédiger le contrat, Christine Speck, qui justement a fait en sorte que on protège la maison d'édition, mais qu'on protège aussi les auteurs. Et en amont de ce contrat, puisque normalement, on ne peut pas avoir un contrat d'éditeur, Isabelle dira si je me trompe, sur des œuvres qui ne sont pas encore produites, on a une convention d'engagement afin de pouvoir baliser tout le chemin. Excusez-moi, voilà. Voilà. Et du coup, oui, donc ce contrat, c'est ce qui va permettre de mettre le pied à l'étrier dans la relation auteur-éditeur. Et puis ensuite, il y a bien de la joie dans l'édition. Moi, je la trouve justement dans le travail éditorial. Alors malheureusement, quand on est toute seule, la part administrative prend beaucoup de place. Là, on sort les Xanax et les Kleenex. Mais en revanche, quand il s'agit de faire de l'édito, de travailler sur les textes, d'avoir les échanges, là, en fait, on sent le vivant très fort en fait de l'édition. Jean-Marie. Mais oui, l'édition c'est joyeux, de toute façon on est dans un monde joyeux, il n'y a pas de souci. Enfin, effectivement, et on prend d'autres drogues que ça. Moi je veux pas ça. Il y en a d'excellentes. Pour dire quand même que, disons que, ouais, on est des commerçants. Les maisons d'édition, on est des commerçants. Et moi j'ai jamais rencontré un commerçant qui dit que tout va bien, qui fait le meilleur chiffre d'affaires du monde, mais ça reste un passionné de tout commerce. Donc on est des commerçants, on est passionnés, et puis on a parfois des bonnes surprises, voilà. Et alors, du coup, quand même, puisque en fait, et puis parfois on s'oppose, on se réunit par exemple aux assises de l'édition indépendante, on fait des échanges sur des salons avec de nombreuses autres maisons d'édition. Et puis surtout, il nous arrive de partager plein de goûts avec des lectrices, des lecteurs à différentes occasions, dans les librairies, sur les salons. Et ça, c'est vraiment c'est incroyable souvent. C'est-à-dire qu'on va parler longuement d'un texte, on va évoquer plein de choses. Donc c'est joyeux. C'est aussi joyeux que la campagne qui est lancée actuellement contre Bolloré. Oui. Alors parlez-nous-en, Jean-Marie, justement, parce que on approche au but, enfin à la fin de cette table ronde et à votre but, et je vous en prie, allez-y, c'est maintenant. Donc vous n'êtes pas sans savoir que un certain groupe a voulu faire une OPA sur la totalité de l'édition, quasiment la totalité de l'édition en France. Donc finalement, il n'en a que 40%. 40%, c'est quand même énorme.
Et donc, un certain nombre d'acteurs, face à cet acteur, face à cette pratique de libéralisme autoritaire, eh bien, ont développé une campagne qui s'appelle Désarmons Bolloré. Donc cette campagne-là, ça s'accompagne d'actions dans les relais où on met des marque-pages dans les livres du groupe, une cartographie un peu de ce monde de Bolloré. Alors évidemment, vous allez me répondre qu'il n'y a pas que Bolloré. Il y a Bolloré, puis il y en a d'autres, et on va les faire les uns après les autres. Et comment et puis il y a des carnavals qui sont organisés, des actions. On va faire un tour en bateau en Bretagne pour aller sur l'île qu'il a au Clénan, et puis on va faire plein d'actions comme ça. Et parmi toutes ces initiatives, eh bien, il y a un projet de livre dont on vous appelle à participer. Donc en fait, ça va s'appeler Déborder Bolloré. Ça va apparaître en mai, fin mai, ou début juin. Et donc tout le monde peut signer. On a des documents là, en fait. Donc c'est en fait différentes contributions dans le livre de personnes situées. Il y a des chercheurs, des chercheuses qui vont expliquer dans l'histoire du livre qu'est-ce que représente cette mainmise de Bolloré dans le monde de l'édition, mais aussi des témoignages de libraires, des témoignages d'auteurs et d'autrices, et d'éditeurs et d'éditrices. Donc voilà. Donc on a un petit document. Vous pouvez en fait co-éditer ce livre-là. Donc il y a déjà une 50aine de maisons qui sont rassemblées, beaucoup de maisons jeunes et dynamiques et joyeuses qui rejoignent ce groupe dont Divergence, Burnout, les Prouesses. Enfin en fait vous en avez quelques à Rouge, vous en avez quelques-unes qui sont présentées pendant ces assises-là, et donc n'hésitez pas, et vous pouvez venir nous en parler directement, comme ça on vous donnera toutes les informations, vous avez un mail et tout, donc voilà, si on veut déborder Bolloré collectivement et joyeusement, eh bien rejoignez-nous pour marquer le coup. Le message est passé. Et justement, j'aimerais laisser de la place à l'échange avec le public. L'édition indépendante de demain, il en sera question évidemment pendant toutes ces 2 journées, mais très rapidement pour vous, j'aimerais bien, il y a les représentants de cette table ronde complète, auteurs, libraires et éditeurs. Pour vous, l'édition indépendante de demain, Isabelle Sivan, qu'est-ce qu'elle pourrait être? Avec le micro. Effectivement, pour moi l'édition indépendante de demain, c'est celle qui maintiendra la diversité, mais qui arrivera à se faire voir auprès du public. Comment, ça c'est vraiment la question auquel il va falloir répondre, je pense, durant ces 2 jours, parce que je pense que c'est vraiment c'est ce dont on a parlé au commencement, c'est-à-dire quelle diffusion, quelle distribution, faut-il passer par ces canaux-là, ou c'est vraiment... Donc je pense qu'il y a à réinventer surtout la relation avec le lecteur, comment l'éditeur arrive à toucher son lectorat et trouver d'autres idées. J'entendais l'autre jour une personne parler du modèle des AMAP pour arriver justement à toucher un lectorat. Donc c'est une forme de librairie un peu différente. Mais voilà, je pense que c'est là où les éditeurs, je pense que les éditeurs et les libraires ont beaucoup de choses à faire ensemble. Voilà, l'éditeur de demain, c'est là que ça se joue pour moi. Rachel, justement, on évoquait notamment GFK sur les marchés du livre de 2024, une perte du lectorat au niveau global, des lecteurs en France. Vous, est-ce que vous l'avez remarqué dans votre librairie jeunesse à Limoges Alors oui, j'ai remarqué qu'il y avait une baisse du lectorat, mais c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression que nos gros lecteurs continuent d'être des gros lecteurs et on continue à avoir de gros lecteurs. On continue aussi à avoir de petits lecteurs qui viennent une fois de temps en temps, et on perd de plus en plus le lectorat que j'appelle un peu celui du milieu, qui finalement lit moins d'une dizaine de livres par an, et c'est celui-ci qui a tendance à de moins en moins venir en librairie, et qui pour nous
est compliqué à aller chercher, puisque c'est plus un lectorat un lecteur de bibliothèque, je veux dire. Et c'est là où il y a tout un travail à faire en tant que libraire, mais aussi en fait finalement plus en travaillant main dans la main avec toutes les collectivités autour du milieu culturel en fait. Donc voilà, pour moi, c'est ça qui est assez important à faire à l'avenir, c'est d'arriver à tous travailler main dans la main pour qu'on continue à avoir qu'on continue à avoir des lecteurs en fait. Merci. Laetitia. Pour moi, l'édition de demain, elle ne peut pas se penser sans les futurs professionnels d'aujourd'hui. C'est-à-dire que pour faire ces assises, par exemple, il y a eu des jeunes de l'IUT, il y a eu des jeunes de différents masters, il y a eu nos stagiaires, il y a eu nos apprentis qui se sont joints à nous. Et c'est eux, a priori, qui vont travailler dans l'édition ou qui vont tout faire pour travailler dans l'édition et dans les métiers périphériques demain. Et on ne peut pas faire sans entendre leur voix, sans entendre leurs envies, leurs avis. Ils ne lisent pas les mêmes choses que nous, donc ils ne publieront certainement pas les mêmes choses que nous, ce qui pose des questions sur la pérennisation de nos maisons, mais ça, ce sera aussi un autre sujet pendant ces assises. Le métier se précarise, et c'est pas nouveau, ça fait 5 siècles que ça dure. Je ne sais pas si vous le savez, mais la première grève en France, elle était en 1573, ça s'appelait le TRIC, c'était à Lyon. Les imprimeurs se sont mis en grève à Lyon en 1573. Cette grève, elle a duré 3 mois. Les négociations de travail, elles ont duré 4 ans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, certes, ils manifestaient pour leur salaire, mais ils manifestaient aussi pour le fait que les apprentis se retrouvaient avec des responsabilités éditoriales, parce qu'en fait, les imprimeurs, à l'époque, faisaient aussi les corrections de copies, les corrections orthographiques, en plus de tout ce qui était la composition par les plombs. Et en fait, ils ont demandé que les apprentis aient vraiment 3 années d'apprentissage et non pas, en fait, c'est du travail dissimulé, en fait. Et moi, c'est ça qui me pose question. Parce que quand je vois mes étudiants, mes étudiantes qui se retrouvent dans des gros groupes, par exemple Editis, et à qui on donne des responsabilités de collection, alors sans doute elles font du boulot super, c'est pas ça que je remets en question, mais ça questionne du coup, voilà, qui fait l'édition aussi chez nous. Autre problème, là on va supprimer en fait les conditions favorables à l'apprentissage. Mais je suis sûre, on va lever la main, qui reçoit quasiment toutes les semaines une demande d'apprentissage dans sa boîte mail ? Tout le monde. Ça fait du monde. Et on n'est pas en mesure en fait d'absorber tout. Ces demandes des jeunes, c'est impossible. Et d'ailleurs, il faut les fonds pour le faire. Je connais des éditeurs qui empruntent pour pouvoir prendre un apprenti ou une apprentie. Donc ça pose question. Surtout que finalement, ces jeunes que nous, on forme, et je pense que comme on est engagé, on forme de la même façon. Ça veut dire qu'on ne leur fait pas faire les photocopies et le café. On les fait bosser, et puis après, on va débriefer avec eux, on va leur donner les conseils, et souvent, on va repasser derrière. C'est un temps de formation qui est complètement invisibilisé et qui est énorme. Moi, cette année, j'ai pris qu'une stagiaire, parce que je ne peux plus, en fait. J'y arrive plus, en fait. C'est une question de survie. Encore Xanax, encore Kleenex, etc. Ou herbe, dans le jardin punk, soit. Mais il y a vraiment cette question, en fait, de qu'est-ce qu'on va faire. Et des fois, je me sens super mal, parce que moi, j'enseigne la gestion éditoriale, j'enseigne les métiers du livre. Et je me dis, mais c'est sûr et certain, ils ne vont pas tous retrouver du boulot, quoi. Je ne vois pas comment ça va être possible. Et ils comptent sur quoi ? Ils comptent sur l'édition indépendante pour les accueillir. Mais on n'est pas capable. Et donc, qu'est-ce qu'ils se disent ? On va créer des maisons d'édition. Et waouh ! Et je me dis, mais ils ne savent pas dans quoi ils s'engagent. Et bon, parfois, si, quoi. Mais du coup, ça fait vachement réfléchir. À l'édition de demain, on parle de coopérative. Est-ce qu'il ne faut pas qu'au lieu de leur dire, crée ta maison d'édition, ok, mais plutôt va développer une collection chez un éditeur existant. Mais tu vas faire comme nous, tu vas mettre tes fonds personnels, tu vas mettre ton sang, ta sueur, tes larmes, tout ce que tu veux, mais en fait, tu vas pouvoir développer ton projet, mais déjà... Est-ce qu'il ne faut pas qu'on fonctionne par marque parapluie, comme dans les gros groupes ? C'est-à-dire qu'on a une grosse marque qui va rassembler plusieurs petites maisons d'édition indépendantes, qui va nous permettre de bénéficier de mêmes avantages peut-être que des plus gros groupes, mais où les institutions, et c'est ça qu'il faut leur faire comprendre, on pourrait être des marques parapluies, mais que chaque petite maison d'édition qui participe en fait à ce regroupement puisse garder le bénéfice des subventions et des soutiens qu'elle a déjà. Oui, je pense qu'il faut réfléchir la façon dont on travaille. Il y a un projet qui avait été mené aux États-Unis
il y a maintenant une vingtaine d'années, ça s'appelle Forest Avenue, et en fait c'était des coopératives, c'est-à-dire qu'on avait des éditeurs qui travaillaient avec des lecteurs, qui travaillaient avec des libraires, qui travaillaient avec les auteurs et les illustrateurs, et ils décidaient ensemble de ce qu'ils avaient envie de voir publié. L'engagement, c'était que tout le monde défendait le livre une fois qu'il était paru. Maintenant, ils se sont institutionnalisés, ils ont pignon sur rue, et je sais qu'il y a des libraires indépendants engagés qui réfléchissent à ça. Je fais un petit clin d'œil à la librairie Sensation à Douai, qui est toute jeune, elle a fêté ses 1 an il n'y a pas très longtemps, et qui a décidé d'être à l'écoute des envies de ses lecteurs, pour faire venir les auteurs et les autrices chez elle. Donc en fait, on ne fait plus venir parce que c'est le best-seller du moment, mais on fait venir parce que les lecteurs et les lectrices ont envie de rencontrer. Et en fait, ils dialoguent ensemble avec l'auteur sur ce qu'il a écrit, mais aussi sur ce qu'il pourrait être amené à écrire. J'ai dit... et inviter un éditeur, parce que ça pourrait être vachement bien aussi d'inviter un éditeur en même temps pour qu'on puisse entendre et puis bénéficier de ça. On y réfléchit, mais ça fait partie des initiatives innovantes qui, pour moi, sont promesses de beaux jours pour l'édition indépendante. Bien sûr, rangez vos Xanax. Jean-Marie, l'édition de demain, très rapidement, et après j'aimerais qu'on laisse la parole. Très rapidement, c'est sur le... Bon, tu as abordé justement la question de la formation, et ça c'est vrai que c'est important de pouvoir retravailler un peu cette question. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont formés mais qui ne trouvent pas forcément de boulot dans ce métier-là. Moi je trouve qu'il serait intéressant de travailler sur une notion de compagnonnage et de faire une formation et d'aller de maison d'édition en maison d'édition pour apprendre le métier un peu comme faisaient dans le temps effectivement les imprimeurs. Voilà. Et donc l'avenir de l'édition indépendante, elle est forcément, et l'édition en général, hein, de toute façon, elle est dans l'indépendance, elle est dans l'engagement, elle est dans l'élaboration de livres qui sont enfin éco-conçus, enfin de l'écologie du livre. C'est vraiment une industrie hyper polluante qui ne fait aucun effort. Je suis désolé, ça fait quasiment aucun effort, mis à part des petites structures qui font vraiment un effort sur l'écologie du livre. Je suis désolé, le pilon, 25 000 tonnes par an de livres pilonnés, enfin, c'est impression à l'autre bout du monde. Enfin, c'est totalement insensé et ça se veut une industrie intelligente ou cultivée, mais c'est vraiment une des plus polluantes des industries. Donc ça, c'est pas possible. Il faut évidemment faire face à cette offensive de la haine, du racisme, des fake news, de la discrimination, des discriminations en général. C'est donc comment, en montrant l'exemple, en faisant autrement, en créant de la diversité culturelle, en éditant féministe, en luttant contre cette espèce de sinistrose en général, parce que je suis désolé, il y a plus de joie dans la lutte que dans la... Enfin, disons, c'est assez compliqué, mais disons, résister, créer, c'est résister, résister, c'est créer. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît important. Et pour juste amener une petite matérialité du livre, c'est vrai que moi, il y a un livre qui m'a bien marqué, c'est L'éloge du bug de Mario Vitali, Vitali Rosati qui parle du bug, et donc surtout dans le numérique, et qui constate que quand en fait il y a un arrêt du métro, le métro tombe en panne, et bien on se rend compte que derrière le métro, il y a plein de gens qui travaillent, il y a des contrôleurs, des techniciens, tout ça. Et je dirais que qu'est-ce qu'on peut trouver comme équivalent dans le livre? Pour moi, c'est la coquille. La coquille, c'est un signe de la matérialité des livres que l'on publie. Et donc, derrière cette coquille, qui peut être intentionnelle ou inintentionnelle, enfin, voilà, ces errata, eh bien, derrière, il y a des correcteurs, des auteurs, des maisons d'édition, des autrices, des éditeurs et des éditorices, et des maquettistes, et tout ça. Et tout ça, ça montre au lecteur et à la lectrice que derrière un livre, il y a des êtres humains. Et peut-être que en multipliant des initiatives comme celle-ci, et puis peut-être en faisant parfois des coquilles intentionnelles et politiques, eh bien, on pourra ouvrir un nouveau champ pour l'édition libre. On va finir sur l'éloge de la coquille de Jean-Marie, merci. J'aimerais qu'on allume la salle et qu'on passe le micro s'il y a des personnes qui veulent réagir ces quelques prochaines minutes. Je ne maîtrise plus du tout le temps.
Oui, bonjour tout le monde. N'hésitez pas à vous présenter. Oui. Alors moi je m'appelle Mélanie Cronier, je travaille chez Mobilis. Donc nous la Sinistrose, on voit très bien ce que c'est surtout en ce moment. Agence régionale du livre et de la lecture des Pays de la Loire. Voilà, tout est dit. On a été beaucoup dans l'expectatif sans vraiment questionner le comment on fait pour travailler ensemble. Alors si vous aviez des solutions concrètes pour travailler en interprofession, parce que c'est ce que font vraiment les agences du livre et de la lecture, elles travaillent avec tout un écosystème, notamment en proposant des formations. Comment vous feriez du coup, concrètement? Bonjour Mélanie, merci d'être venue aux Assises et grosse pensée pour Mobilis. Je pense qu'en fait on a des expertises qui sont réciproques et l'échange il devrait se faire à partir de là, je pense. Nous, on y réfléchit en région Hauts-de-France avec l'Agence régionale du livre et de la lecture, mais aussi avec l'Association des éditeurs des Hauts-de-France, c'est-à-dire comment en fait on pourrait mettre en place des échanges de savoir quasiment. Je vous donne un exemple. Moi, ma spécialité, c'est l'accessibilité du livre. Il y a des enjeux qui vont bientôt arriver là. En 18 juin, on passe avec la mise en place de la loi d'accessibilité sur les biens culturels, par exemple, je pourrais intervenir là-dessus pour former en fait les autres collègues. Seulement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui supporte, en fait, qui porte et qui diffuse l'information, qui accueille l'information, qui mette en place un distanciel ou qui mette en place une salle. Peut-être qu'il faut aller la voir là-dedans. Je sais que dans les Pays de la Loire, vous avez par exemple des éditeurs qui travaillent l'accessibilité. Pourquoi pas leur demander d'intervenir pour former les collègues? Et vous, en termes d'expertise, pourquoi ne pas nous aider, par exemple, à identifier des acteurs qui ont des expertises spécifiques et qui pourraient nous intéresser, qui pourraient nous intéresser, nous, en tant qu'éditeurs. C'est une piste. Bah après, je dirais, Mélanie, de toute façon, tu sais ce que c'est. Aujourd'hui, les assises de l'édition indépendante, c'est organisé par, en fait, une fédération d'associations régionales qui sont, la plupart, en lien avec le centre régional du livre de leur région. Voilà. Après, ça se passe plus ou moins bien. On voit qu'effectivement, ça se passe pas bien du tout, et c'est très inquiétant dans certaines régions. Ce serait bien d'ailleurs de faire un panorama un peu pour voir un peu ce qu'il en est. L'interprofession, c'est pas évident à mobiliser parce que en fait, c'est des petites équipes qui sont surpris, énormément une activité extrêmement débordante, mais sans beaucoup de temps. Donc ces assises-là sont un exemple de ce que l'on peut faire. Maintenant, on peut faire ce même genre de démarche dans les régions. Essayer de trouver aussi des financements, parce qu'on voit bien que peut-être ça pêche un peu, surtout quand une région entière décide de couper les livres des associations régionales du livre. Pendant très longtemps, on pouvait penser que le livre c'était quelque chose qui n'était pas politique, que c'était soutenu par un peu toutes les tendances, parce qu'en fait on touche pas à la lecture publique, on touche pas au livre, qui est en fait un truc un peu... voilà. Mais... on constate que ça n'a plus de limite maintenant. Hein. Le libéralisme, le trumpisme, tout ça n'a plus de limite. Ils censurent des bouquins, ils coupent les financements pour le livre, pour la lecture publique. Il n'y a plus de limite pour ça. Donc est-ce qu'on va se laisser faire? Je ne pense pas. Merci beaucoup. Oui. Une question en bas à gauche. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Valérie Cussaguet des Fourmis Rouges. Je m'adresse à la libraire. Vous avez dit au début que pour vous, l'indépendance, ça signifiait la qualité. Je voudrais savoir si vous êtes sincère. Vraiment. C'est-à-dire, est-ce que vous dites ça parce que vous êtes face à des maisons d'édition indépendantes? Et deuxième question, vous avez dit que vous mettiez en avant dans votre librairie la production des éditeurs indépendants, ce qui est tout à fait intéressant. Et donc, c'est lié un petit peu ma deuxième question à la première, à savoir, est-ce que vous mettez parfois en avant des livres de maisons indépendantes, même si vous sentez que peut-être parfois, finalement, vous trouvez que la qualité n'est pas si intéressante que ça? Quel est ce choix politique, qui est hyper intéressant et crucial absolument pour nous, comment vous gérez ça dans votre librairie, puisque vous faites des choix? Oui, alors c'est très intéressant. Il faut savoir qu'on a chacun, on est une équipe, une petite équipe, mais on a chacun aussi
nos goûts très personnels. Et quand je parle de gage de qualité, c'est que ça va au-delà du goût personnel. Pour moi, quand je dis qu'être un éditeur indépendant, c'est gage de qualité, c'est que derrière, je sais qu'il y a un véritable travail éditorial de fait, que chaque titre est réfléchi et pensé, alors pour mon cas, pour les enfants, et que les auteurs aussi sont pris en compte, que les choix ont été vraiment travaillés en fait en équipe. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce qui change tout, puisque honnêtement, avant d'avoir travaillé en maison d'édition indépendante, j'avais pas conscience de ça. J'avais pas conscience du temps que pouvait prendre la création d'un ouvrage. Oui, mais en termes de qualité, alors c'est différent. Enfin, c'est différent. Pour nous, dans notre librairie, vous êtes une maison d'édition qui est assez centrale et très importante. Mais quand je parle de qualité, je parle de qualité graphique, je parle de qualité de texte aussi. Ce sont des textes qui ont été lus, travaillés, relus par plusieurs personnes. Là où, par exemple, souvent, je reçois des titres de grosses maisons d'édition qui, sur le papier, semblaient très bien. Et une fois qu'on lit le texte, on comprend que ça n'a pas été réfléchi pour l'enfant. Et ça n'a pas été réfléchi pour être logique pour les enfants. Et c'est là où c'est en ça que j'entends gage de qualité en fait dans les maisons d'édition indépendantes. C'est que quand je sais que je reçois un texte d'une maison indépendante, je sais que derrière il y a eu un véritable travail de fait et que le texte a été relu nombre incalculable de fois avant d'être en librairie. Je voudrais juste réagir là avec un point de vigilance sur la question du gage de qualité. Pour moi, là, il faut qu'on fasse attention parce qu'on est ici pour se fédérer. Et si on commence à parler de valeur de rendu, déjà, on va mettre de côté certains publics, certains lecteurs, certains éditeurs qui représentent certains types de lectorat. Peut-être que les livres chez Bel et Bien font peur à certains lecteurs et qu'un livre avec un graphisme beaucoup plus simple, beaucoup plus, je sais pas dire, mainstream, sera plus accueillant pour certains types de lecteurs. Donc quand on parle de gage de qualité, et ça ce sera sans doute la question du label, hein, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des petits QR codes à télécharger pour donner votre avis s'il faudrait un label de l'édition indépendante ou pas. Faut faire attention parce que faut pas non plus se diviser, c'est-à-dire que un album qui peut être fait couverture souple, agrafé, avec du dessin en PAO, sans doute que l'éditeur, il n'a pas fait un moindre travail que le nôtre, mais qui ne s'est pas adressé au même public. Et je sais qu'il y a du coup aussi la question de l'auto-édition là, qui est sous-tendue par ça. C'est un phénomène qu'on ne peut pas occulter, c'est un phénomène qui fonctionne aussi en forme de circuit, c'est-à-dire qu'on va prescrire, puis on va commenter, puis on va écrire, puis on va vendre sur les mêmes réseaux, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire, hein, Eric, sur l'édition indépendante. Mais voilà, point de vigilance quand on parle de qualité du livre, c'est de ne pas exclure. Ouais. Moi, comment articuler le... Ouais, allez-y. C'est que, en fait, j'ai l'impression que pour la littérature jeunesse, l'enfant est remis au centre. Et c'est ce qui change, en fait. C'est plus une question d'ego d'adulte. Et souvent, l'enfant est remis au centre. Et nous, libraires indépendants, c'est à nous aussi de montrer à l'enfant et de continuer à mettre l'enfant au centre du livre plus que l'adulte qui l'a écrit ou illustré. Merci beaucoup. J'en profite juste pour rajouter un petit truc qui m'a fait un petit pincement au cœur dans la première partie de la matinée, c'est qu'on a parlé de littérature, puis jeunesse, puis bande dessinée. Il s'agit de littérature générale, littérature de jeunesse, littérature dessinée. Et pour moi, il faut vraiment le prendre en compte. Merci. Une toute dernière question très très rapide, je vous en prie. Présentez-vous, allez-y. Bonjour. Alors je me présente, je m'appelle Léonie Ruffinetto et je suis en première année de master livre et médiation à Poitiers.
Et donc moi et mes camarades de promotion à côté, on se demandait où est-ce que vous placeriez l'espoir dans l'édition indépendante aujourd'hui. Vous avez 2 heures. Merci beaucoup, c'est gentil. En vous. Exactement, en vous. Je vous remercie beaucoup à tous. J'avais une mission, c'était de rattraper le retard que je n'ai pas réussi. Ce sera à vous, je vous la transpose, il n'y aura pas de pause. Et vous allez tout de suite commencer avec une superbe table ronde à nouveau intitulée « La précarisation et la précarité, pourquoi, comment ?» Ça répondra peut-être à votre question. Je vous remercie beaucoup à tous. À bientôt.